Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Bon matin. Et bien sûr, Maxime. Bon matin, Guy. Bon matin, Maxime. T'es Maxime, réveillé? Réveillé. Oui, Totalement. Puis en plus, tu nous as préparé une chronique. Oui, on a j'ai le droit finalement eu le droit d'aller voir Dune 2. OK. Donc, on va en discuter. C'est bien, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Je veux dire, crime de lèse-majesté, je ne l'ai pas encore vu. Aujourd'hui, l'émission va être consacrée au documentaire, hein, dans la mesure où nous allons recevoir Sarah Barry-Godet dans la deuxième partie de l'émission afin de discuter de Celles qui luttent. Et nous ouvrons l'émission avec Jean-Claude Coulbois. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Afin de discuter de 11 jours en février. C'est un autre type de lutte. Oui. Juste un peu pour situer, je veux dire, votre film, hein, c'est 8 ans après l'effondrement du nom de Claude Judras, de notre paysage historique du cinéma québécois dans l'espace public. Vous décidez d'y consacrer un long métrage afin de comprendre comment, vous dites 11 jours, mais dans les faits, c'est 3 ou 4 jours. Oui, hein? c'est 3 ou 4 jours. Ça s'est fait très, très rapidement. Non, mais c'est parce que j'ai pris les rumeurs avant d'un livre apparaître, et puis des allégations, et puis les rebounds après. Ouais. Donc, voilà. Et comment on a déboulonné, c'est vraiment le cas de le dire, totalement, je veux dire, le nom de Claude Judras. Oui. Et là, vous dites qu'il y a un film à faire sur ça. En fait, dès l'été 2016, je commençais à y penser parce que c'est quelque chose que je me souviens très bien d'avoir vécu et de ne pas avoir compris. Ce qui s'est passé, l'importance des décisions qui ont été prises et surtout la vitesse à laquelle ça s'est passé. Donc, dans l'été 2016, je cogitais là-dessus. Je me souviens, j'avais été à une rencontre de cinéastes, j'en avais parlé et tout le monde avait ri. Je pensais que je faisais un gag. En septembre 2016, j'ai rencontré Roch Demers c'était le seul qui osait poser des questions là-dessus. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit à Roch, j'ai l'idée de faire un livre là-dessus. Et Roch me dit, tu serais mieux de faire un film, ça aurait plus d'impact. Et là, j'ai dit à Roch, oui, mais comment tu fais pour financer un film comme ça? La réponse, c'est que ça a pris 7 ans. Voilà. Ça t'a permis de faire Bois-Bouche-Cache. Bois-Bouche-Cache, entre-temps. Oui, c'est les 2 projets que j'avais démarrés entre-temps. Et Bois-Bouche-Cache, je l'ai commencé pareil en 2016. Je l'ai fini il y a 2 ans. Ça a été beaucoup plus rapide. Mais est-ce que ces 7 ans entre l'idée et la concrétisation du projet vous a amené à avoir une vision, je dirais peut-être plus large, un point de vue un peu différent sur les événements, parce qu'on en a parlé un petit peu là, avant l'émission. C'est un sujet qui ne peut pas faire l'unanimité. La réflexion, le débat va arriver avec... chacun va avoir leur point de vue. Puis on le voit même dans votre film. Hein, je trouve qu'il y a une très belle réflexion de Lucette Lupien, consultante en cinéma, et aussi, bien sûr, amie de Claude Judras, qui dit qu'à chaque fois que je mentionne son nom, je me fais, directement, repousser. Ne prononce pas ce nom devant moi. Exactement. C'est terrible mais en même temps, c'est révélateur comment c'est épidermique. Oui. Encore aujourd'hui, et on le voit avec moi je le vois actuellement avec les différentes rencontres que j'ai autour du film, je veux dire, c'est... les gens ont leurs convictions avant de regarder le film. Et donc, ils lisent le film avec leurs lunettes, et puis ça donne ce que... Moi, je pense que ce à quoi tu t'affrontes, c'est un événement que beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, souhaiteraient oublier. On met ça de côté. Oui, sûrement. Ça me faisait penser à mes amis libanais à qui tu ne peux jamais parler de la guerre civile. Mm-hmm. Pourtant, ils ont que ça en tête, mais on n'en parle pas. Oui. Alors, c'est parce que moi, tout ce qu'on peut trouver juste ou qu'on peut critiquer dans le film, quand le film s'arrête, moi, ce qui me reste, c'est un portrait social extrêmement lourd. Et je sors de ce film-là triste. Je dis, il y a quelque chose là qui a cloché en quelque part. Là. J'arrive pas à comprendre très bien. Et toi, tu as fait le film pour essayer de comprendre davantage. Oui. Mais je pense que le film, relate les faits et à travers des témoignages ou même les archives, pose beaucoup de questions.
des fois qui concernent spécifiquement l'affaire Jutras, des fois qui concernent beaucoup plus large. Je pense que c'est Thomas Vamos qui dit la question, c'est pas est-ce que Jutras est coupable ou non, c'est comment une société réagit quand quelqu'un est soupçonné de quelque chose et qu'en plus, dans le cas de Jutras, quelqu'un qui n'est plus là. Donc, et ça arrive 30 ans après sa disparition. Moi, à un moment donné, je me suis dit la réflexion de me dire, mais en 2016, c'est pas Jutras le problème. Il est mort depuis 30 ans. Le problème, c'est ce qu'on a fait avec son nom dans l'espace public québécois. Là, c'est les galas Jutras, c'est les prix Jutras, c'est la Cinémathèque, c'est des noms de rues, c'est des parcs. On en a fait un symbole d'excellence. Et c'est avec ça qu'on est pris en 2016. Mais d'ailleurs, le projet de Levert, avec lequel j'étais en désaccord profond, Levert voulait faire un livre sur Jutras pour mettre à terre le mythe, disait-il. Oui. C'est un curieux projet tout de même. Il ne faisait pas un livre d'analyse sur l'œuvre d'un cinéaste. Il voulait démolir la supposée statue qui s'appelait Claude Jutras. Moi, j'avais prévu une rencontre avec Yves Levert, hein, puis il était d'accord depuis le début, il voulait absolument participer. On avait pris rendez-vous, et c'était le juillet 2020. On avait pris rendez-vous, 10 jours avant le rendez-vous, il m'envoie un courriel en me disant « si vous voulez, on se rencontre tous les deux, je vous raconte toute l'histoire. » Et je prends 24 heures pour réfléchir et je lui réponds « Regardez, Monsieur Levert, j'ai tellement de questions à vous poser, je pense que vous aurez le loisir d'aborder tous les sujets que vous voulez. » 3 jours après, j'apprends qu'il est décédé. Dans la foule de questions que j'avais à lui poser, il y en avait 2. Première question, pourquoi prendre 3 ans de sa vie pour écrire un livre sur un cinéaste qu'on n'aime pas? Et la deuxième question, c'est les 19 ans où il a été membre de la congrégation des Jésuites, c'était quoi sa fonction dans la congrégation? Voilà. Ouais. Mais ce que tu mentionnais, Robert, que suite au visionnement, on reste avec un genre de questionnement. Hein, pour moi, c'est que la démarche que vous utilisez, hein, parce que dès le départ, c'est les journées, avec des stries rouges sur chaque date, qui en dit beaucoup. C'est un impitoyable enchaînement des faits, hein, que votre film met en scène. Et c'est ça qui est difficile à regarder. C'est comment, à travers les documents d'actualité que vous avez été recherchés, hein, les téléjournaux, les émissions d'analyse, de tout, de tout. C'est comment, finalement, cet enchaînement des faits semble à la fois totalement frénétique, je veux dire, totalement, sans jugement à certains moments, et nous glace littéralement, je veux dire, avec la fin. Je veux dire, de cette histoire autour de Claude. C'est comme une mécanique implacable. Oui, exactement. Et en même temps, quand on regarde un petit peu avec le recul, je pense aux images d'archives, des actualités, de tout ça, on voit bien quand même la mise en scène de l'information. Je pense, entre autres, quand Anne-Marie Dussault demande au journaliste Pilon-Larose, est-ce que vous préparez un autre article avec une autre victime pour le lendemain? C'est pas une question qui est tombée du ciel comme ça. Et l'autre élément, vous avez, je veux dire, avec vos documentaires, beaucoup abordé le théâtre. Vous êtes un homme de théâtre. Moi, je regardais avec recul cette histoire associée à Jutras. J'avais l'impression d'être devant une tragédie. Ah, c'est une tragédie. Mais comme l'histoire du Québec est tragique, c'est une tragédie, l'histoire du Québec. Même si le plus gros succès au Québec, c'est l'humour. Les Québécois crèvent de rire. C'est bête à dire, mais c'est ça. Mais pour moi, l'histoire du Québec est tragique. L'histoire du cinéma québécois est tragique. Quand on voit les dérives et comment ça se passe maintenant, et la fiction qui n'est sans cesse que la reproduction idyllique de nous-mêmes dans un passé nostalgique ou dans un présent complètement emberlificoté, je veux dire... Alors moi, je reviens à mon credo de documentariste, de dire... Au Québec, la réalité dépasse la fiction, toujours. Mais
Je sais qu'on reproche beaucoup aux films son déséquilibre. On dit, oui, c'est les amis de Jutra, sa génération, qui pleurent leur ami qui a été, abîmé par ces événements-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas accepté de témoigner? Oui, il y en a plusieurs. Auxquels tu aurais tenu comme témoin? Oui, Bernard Dansereau, par exemple, je l'ai contacté, il n'a pas voulu. Patrick Roy, Québec Cinéma, il n'a pas voulu, il ne m'a même pas répondu. Ça aurait été la ministre, bien sûr. La ministre, bon, je vais vous le raconter vite. La ministre David, je lui ai couru 3 ans et demi après. Elle n'avait jamais le temps. C'était ni oui ni non. Je suis en commission parlementaire, puis bon. Un jour, je vois dans le journal, Madame David quitte la vie politique. Aussitôt, je lui ai écrit un courriel. J'espère que dans les semaines à venir, elle me répond tout de suite, je suis en vacances, je vous appelle la semaine prochaine. Elle m'appelle la semaine d'après, elle commence par me féliciter, bravo, c'est un sujet important, compliqué, courageux, en tout cas, elle me met de la pommade mur à mur, et là, elle me dit, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, je ne me souviens de rien. Oh là là. J'ai des actualités, hein, pour vous rappeler. Alors, moi, sur le coup, j'ai eu un grand silence, comme vous venez d'avoir, et je lui ai dit, bon, soit vous gardez ça pour vos petits-enfants, soit vous gardez ça pour un livre de souvenirs, genre, attendez que je me souvienne, me rappelle. Mais je lui dis, mais vraiment, vous me prenez pour une tarte? Hein? Mais c'est intéressant ce que vous mentionnez, parce que Danny Boudreau, à la toute fin, nous parle finalement de cet écueil de mémoire. Oui. Et donc, oui, dans ces souvenirs dont on ne veut pas se souvenir, ou les souvenirs qu'on transpose ou qu'on défigure, ou tout ce qu'on veut, il y a fondamentalement dans votre projet de film sur Jutra, cet écueil de la mémoire qui revient. C'est terrible, oui, c'est terrible. Et c'est symptomatique, non, en fait... Qui est un des thèmes majeurs de votre film. Mais la mémoire et l'histoire. Moi, je dis, s'il y avait... Comment ça se fait que l'histoire est si mal ou si peu enseignée au Québec, et surtout au niveau collégial? Mais si on avait des historiens qui se tiennent debout, parce que un des problèmes, c'est que l'histoire est tellement instrumentalisée, c'est tout rouge ou tout bleu, mais si on avait des historiens qui se tiennent debout, au moment où l'histoire de Jutra est arrivée, ils auraient dit non, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire comme ça se peut pas. Mais ces contrepoids-là, d'universitaires, d'historiens, ils n'existent pas au Québec. Ils sont pas là. Alors on va me dire, oui, ils existent. Mais dans ce cas-là, c'est comme la Commission des droits de la personne, il n'y a personne qui s'est levé pour poser des questions. Il y a un gars qui a réagi, comment il s'appelle? Tu sais, un prof là, qui a écrit un livre sur le cinéma québécois, qui a réagi dans un long article du Devoir, au moment des événements. Mais un peu dans ce sens-là, de rattraper l'histoire. Mais il y a un autre absent, selon moi, c'est l'éditeur. Parce que Boréal, là-dedans, là, ils ont une responsabilité lourde. Oui. Parce qu'on fait une biographie. Une biographie, c'est pas aller gruger pour trouver ce qu'il y a de sale dans l'histoire d'un personnage. Et au moment où le livre est paru, ils ont dit, très bêtement, on n'imaginait pas que ça ferait autant de bruit. Ça, c'est nous prendre pour des cruches aussi, là. Jacques Godbout, c'est un des premiers aussi que j'ai contacté parce que je le connaissais vaguement dans les salles de montage. Et mon premier courriel, c'était de lui dire, « Monsieur Godbout, pouvez-vous me dire, ça a été quoi votre réaction, mais à la toute première lecture de la première version du manuscrit ?» Alors, il m'a répondu, mais il n'a pas répondu à ma question. Mais il a transmis mon message à Yves Levert, qui m'a répondu sur un autre sujet. C'est comme ça que je suis entré en contact avec M. Levert. Mais j'ai continué avec Jacques Godbout. Je lui ai proposé de faire une entrevue. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et je me souviens de lui avoir écrit, c'est quand même extraordinaire, vous qui avez passé votre vie à faire des films, écrire des articles de journaux, des romans, toutes sortes de choses, où j'ai pas tout lu, hein, mais j'en ai vu et lu un peu. J'ai eu l'impression que le sens de votre travail, c'était d'essayer de comprendre la société dans laquelle vous vivez. Et là, je vous demande une entrevue en tant qu'éditeur de ce livre-là, et vous me dites non.
Mais il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas dans le film, mais il y en a d'autres qui le sont. Et moi, j'ai beaucoup apprécié les commentaires de Jean-Claude Hébert, maître Jean-Claude Hébert, qui, en tant qu'avocat, décortique vraiment au niveau juridique ce qui s'est passé et applique toutes ces notions qui peuvent nous échapper, parfois, là, allégations, rumeurs, oui-dire et tout, et il nous place devant l'implacable. Et je trouve que, et c'est pas un ami, je pense, de Claude Jutras, dans ce cas-ci, mais son témoignage, nous, en tant que société, en tant que membre de la société québécoise, m'amène à réfléchir sur, effectivement, je veux dire, on parlait de tragédie, mais toutes les grandes inquisitions, tous ces grands moments historiques qui ont toujours eu l'impression d'être ailleurs et non jamais chez nous. Et qui nous dit, dans notre petit quotidien, finalement, on applique peut-être les grandes méthodes. C'est ça, Et comment vous êtes arrivé à M. Hébert? Parce qu'en fait, je vous parlais tout à l'heure de John Gomery, le juge de la commission qui avait que j'avais contacté au tout début de la recherche. Après ça, en fait, je pensais à lui, puis après ça, il est décédé. Mais j'avais gardé l'idée d'un juge. Donc, quand j'étais jeune, j'avais un ami avocat qui, après, est devenu juge. 50 ans après, je le rappelle, et puis je lui dis, il me dit, écoute, je suis un juge à la retraite, et puis ça a été tellement douloureux, moi, non, je veux pas. Mais il y avait Jean-Claude Hébert, que j'avais déjà contacté au tout début de la recherche aussi, parce que je l'avais vu plusieurs fois à l'émission à Radio-Canada, souvent comme consultant juridique, et je le trouvais très bien. Et je me souviens de la première rencontre, où à un moment donné, je lui avais demandé qu'est-ce qu'il aimait le moins dans l'univers de la justice, et il m'avait dit c'est la délation, les délateurs. Ça, je me souviens, je l'avais gardé en tête. Mais j'étais reparti en quête d'un juge. Finalement, j'en ai pas trouvé, mais mon copain juge à la retraite, à un moment donné, me dit un de mes meilleurs amis, c'est Jean-Claude Hébert. Là, ça m'a ramené à lui. C'est comme ça que ça m'a ramené à lui. Non, mais c'est très précieux son témoignage. Absolument. Parce que ça nous amène à un niveau de réflexion qu'on n'a pas spontanément, comme un des mortels n'a pas pour lire ces événements-là. Parce que on en revient toujours... C'est sûr que c'est un film qui fait débat. Je pense pas que... au musée, là, le film va être à l'affiche, et déjà à l'affiche au musée depuis hier, mais les gens... la salle va pas se lever pour applaudir à la fin du film. Non. C'est pas un film qui propose ça. Non, mais je pense que c'est un film qui est troublant et qui oblige à remettre l'affaire Jutras sur la place publique alors qu'on avait essayé de complètement tasser ce chapitre-là de notre histoire. Moi, je me dis, idéalement, les projections d'un film comme ça, qui dure 82 minutes, ça devrait être un espace de réflexion collective. Tu es dans une salle de cinéma et il y a des gens autour de toi, vous regardez le même film, et le film pose beaucoup de questions à toutes sortes de niveaux. Puis je pense que c'est aux gens, après ça, ils repartent avec ça. Est-ce qu'ils vont avoir envie d'en discuter ou pas? On dit toujours les Québécois, ils n'aiment pas ça débattre. Je sais pas, moi. Mais je pense que de toute façon, ça reste un sujet de débat. Mais que tu aies réussi à reconstituer, comme Guy le disait, la chronologie de ces faits-là et de l'organiser justement pour en faire un objet de débat, ça en fait un objet très précieux en soi, moi, je pense. Et ça, c'est... Je veux dire, toi, tu es parti avec ton besoin d'en comprendre plus. Oui. Et tu as fait le bout de chemin que tu pouvais faire avec tes outils. Absolument. Et en même temps, parce que c'est toujours comme ça aussi, ça évolue un film. Hein. La question du financement en 2016 avec Rock, mais je savais que ça serait long. J'espérais que le temps travaillerait pour moi au niveau de décanter, que les gens que je contacterais seraient moins passionnels dans leur... Finalement, ça s'est pas vraiment avéré quand je vois le nombre de refus que j'ai eus sans explication, sans rien. Mais bon, puis en même temps, la récolte des documents d'archives, que ce soit la télévision, la radio, les articles de journaux, moi, j'ai tout absorbé ça. Et Annie Jean, la monteuse aussi,
Annie, depuis le début, depuis le premier texte, tous les textes que j'ai écrits, les a relus et c'est ma plus précieuse collaboratrice, Annie Jean. Oui. Je suis content que vous parliez d'Annie Jean parce que c'était finalement ma prochaine question. Ouais. Oui, on parle beaucoup de débats Oui. autour de cette situation. On ne sait plus trop comment l'appeler. On sait plus si on va l'appeler la fleur Jutra ou n'importe quoi, mais bon. Oui. Mais ça reste que vous nous proposez un film. Oui. Et qu'il y a une organisation. Oui. Et que dès les premières images, bon, on voit la statue de Jutra, parce qu'on ne reconnaît pas, mais après on apprend que c'est elle. Elle revient 2-3 occasions. Il y a un équilibre aussi nécessaire à travers les différents témoignages. Et tout ça, on sait que c'est du montage. Ah oui, absolument. Et donc, la collaboration que vous avez dû avoir avec Annie Jean devient extrêmement précieuse. Oui. C'est votre premier regard, c'est elle qui est capable, dans le fond, de vous aider à trouver cet équilibre pour poser des questions et non pas répondre aux questions, parce qu'il y a un danger aussi en tant que cinéaste de répondre aux questions. Et c'est clair que vous le mentionnez dans à peu près toutes les entrevues, partout, que vous ne voulez pas réhabiliter Jutra, vous voulez comprendre la situation. Comment c'est c'est établi ce rapport, je veux dire, de confiance avec Annie? Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Et moi, je dis toujours, à chaque fois que je découvre un montage d'Annie, pas juste des films que j'ai faits, elle monte les films d'autres gens. À chaque fois, je sors de là complètement admiratif. Quand on est arrivé sur Jutra, comme je vous ai dit, elle a lu tous les textes que j'ai écrits. Avant de commencer le montage, elle a pris connaissance de tous les documents écrits, radio, télé que j'avais trouvés, les archives. Pour moi, c'était clair que c'était sans doute de tout le travail qu'on a fait ensemble, le projet le plus compliqué, à la fois le plus compliqué, peut-être le plus ambitieux, je sais pas, mais où il y avait beaucoup, beaucoup d'écueils à éviter. Et bon, je pense qu'on s'est donné comme ligne, c'était la rigueur, mais la plus totale. J'ai rencontré 80 personnes en 7 ans, j'en ai filmé 20, j'en ai gardé 12 au montage. Ça, c'est l'entonnoir à la fois de la réflexion puis du film en train de se construire, où finalement, plus le film apparaît, plus de lui-même, il rejette des choses qu'on pensait a priori très pertinentes. Et dans les témoignages, bon, bien sûr, il y a Denis Arcand, qu'on connaît, Thomas Vamos, qui a travaillé avec, bien sûr, très beau témoignage de Thomas. Et il y a aussi celui de Danny Boudreau. Oui. Lui est un peu différent. Il nous surprend un peu parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il soit dans le film. On découvre des choses. On ne va pas tout dire, mais on découvre des choses. Encore là, Danny, comment vous êtes arrivé à c'est encore là le flux du hasard? C'est vraiment, c'est vraiment un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais en fin de tournage et à un moment donné, je me suis fait la réflexion que aussi bien les gens que j'ai filmés que les gens qui sont dans les archives, c'est souvent des gens d'un certain âge. Ouais. Et je me disais, ça prendrait le point de vue d'un ou d'une plus jeune. Et j'en ai parlé à Jean Gaudreau, le musicien du film. Et Jean m'a dit, je pense à quelqu'un, Danny Boudreau, que je connaissais pas. J'appelle Danny et il me dit, oui, c'est vrai, j'ai écrit un texte sur Jutra qui n'a pas été joué parce que c'était au moment de l'affaire Jutra, puis bon. Mais il me dit, c'est quoi ton film? Et je lui dis, c'est un film sur nous. Et là, Danny me dit, ça m'intéresse. Si tu veux, on tourne demain. Je trouve une salle de répétition cet après-midi et on tourne demain matin. Et c'est ça. On est arrivé le lendemain matin, on s'est présenté. On s'était jamais dit plus de choses que ça et on a fait la séquence comme ça. Parce que ses propos sont forts et éloquents. C'est le plus lumineux. C'est le plus lumineux. Surtout lorsqu'il parle de Jutra en tant que père. Oui. De la cinématographie québécoise. Oui, Arcand l'aborde, mais je trouve que la façon que Danny Boudreau nous le présente, c'est là qu'on comprend tout. Oui. C'est ce père dont on ne peut pas accepter les erreurs, dont on ne peut pas accepter, entre guillemets, les cracks dans le plancher ou dans la carapace, et qu'on veut totalement, déboulonner. Oui, c'est le jeu. Lui, c'est le jeu. Parce que les autres, Arcand, c'est Arcand, le cinéaste. Oui. Rock, c'est Rock, le producteur. Oui. Ils ont toujours accolé. Lui, c'est le jeu. Il se fout à l'eau. Oui.
Et c'est le seul qui mentionne le besoin d'établir des ponts entre les bourreaux et les victimes. C'est le seul qui dit, on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est là, il faut trouver des alternatives. Ça va donner ce que ça va donner, on ne sait pas. Et c'est le seul aussi, je pense, qui rappelle que ça concerne 2 personnes, donc il n'y a pas de témoin. Et quand il y en a un des 2 qui a disparu, qu'est-ce qu'on fait? Mais il va encore plus loin, parce qu'on parlait de mémoire, puis il mentionne, si on n'est pas capable de se rappeler de ce qui fait souffrir, incapable de tolérer l'inconfort de la mémoire, on n'a pas. On la mérite pas. On la mérite pas. Oui, Et ces propos arrivent à la fin du film. Pour moi, je veux dire, là, nous ouvre, en tant que spectateur, à une multitude de questions. Absolument. Okay. Et c'est la force de Danny. Même si, effectivement, il est le plus jeune, pour moi, il est peut-être le philosophe de votre film. Même si ça laisse un dramaturge, même si, je veux dire, il est dans le monde du théâtre, il nous ouvre, finalement, à des questions, je veux dire, sur nous, sur notre rapport qu'on a à la mémoire et notre rapport qu'on a aussi avec nos héros. Oui. Oui. Non, en fait, je pense il élargit de l'affaire Jutras. Il part de ça, comme les autres, mais lui élargit beaucoup plus. Il fait la mise à jour avec aujourd'hui, il fait la mise à jour avec l'histoire et la mémoire collective. Et le besoin de trouver des alternatives pour les cas d'agression comme ça. Mais un truc troublant aussi quand on voit le film, c'est que Roch Claude est pas là depuis longtemps, Roch n'est plus là. Je veux dire, il y a des joueurs importants de cette histoire-là qui sont déjà disparus. Il y a Yves Levert. Yves Levert n'est plus là. Claude Fournier, qui avait filmé Roch de Mers dans l'hommage à Melançon, à la Cinémathèque. Il n'est plus là. Bon, Melançon n'est plus là. Je veux dire, l'histoire va vite en diable. Hein? Alors, si on veut se l'accaparer, en tout cas, si on veut au moins en garder des bouts pour être capable de la réutiliser, il faut se dépêcher. Oui. Mais de toute façon, l'histoire, la mémoire fait partie de l'identité de la même façon que la langue. Mais on dirait qu'au Québec, on est juste focusé sur la langue qu'on essaye de sauver alors qu'on n'est même pas capable de l'enseigner. Non, mais là, je voyais que le budget de l'éducation, M. Drainville, ça passe de 15 milliards à 20 milliards. Mais moi, je suis très sceptique sur ce qu'ils apprennent dans les polyvalentes et puis les cégeps et tout ça. J'ai fait une émission la semaine dernière avec 2 garçons, je sais pas, de 40 ans qui, visiblement, sortaient de ce parcours-là, qui devaient faire la critique de 11 jours. Et il y en a un qui dit « moi j'ai décroché quand Arcan maltraite M. Levert. » Parce qu'il dit « Pour moi, M. Levert, c'est une référence. J'ai son livre chez moi, l'essai filmique. Et voilà. » Donc je m'attendais à une critique à partir de l'essai filmique. Mais non, une fois qu'il a dit ça, c'est tout. Ça s'est arrêté parce qu'il a disjoncté « N'allez pas voir ce film. » C'est ça la critique. Mais c'est vrai ce que tu mentionnes, Robert, que beaucoup d'acteurs sont, je veux dire, morts, nous ont quittés. Mais au-delà de ça, pour moi, votre film est aussi marquant, parce que là, on n'a pas tout élaboré, tous les événements, mais c'est surtout ce mercredi 17 février, où Hélène David sort publiquement parce qu'il y a un article dans la presse, et en l'espace de 30 secondes, 1 minute, ça cache littéralement la mémoire. C'est jamais dit dans le film que par la suite, je veux dire, il y a peut-être eu des coups de téléphone, je veux dire, avec Québec Cinéma, à la Cinémathèque et tout. On peut présupposer, c'est pas l'objet du film. Mais essentiellement, ce que vous démontrez, c'est que lorsque le politique devient, je veux dire, force législative, je veux dire, on est totalement, je veux dire, dans la merde. et aujourd'hui... Mais on est dans l'abus de pouvoir. On est dans l'abus de pouvoir. Dans le sens que c'est le politique le politique à travers l'exécutif, Hélène David, ministre de la Culture, qui décide de prendre un dossier qui concerne le judiciaire. Donc là, c'est le viol de la séparation des pouvoirs, l'état de droit, la base de la démocratie. Pas un journaliste n'a mentionné ça. Pas un journaliste n'a mentionné ça. Et encore aujourd'hui, ce fait, je veux dire, se produit régulièrement. Oui. Et votre film peut nous ouvrir aussi, non pas, je veux dire, toujours à des éléments de la culture, mais des éléments, je veux dire, de l'environnementaux, à tout ordre, je veux dire, sur ce rapport
qui s'établit très rapidement au Québec parce qu'on veut se protéger. Monsieur Hébert le mentionne extrêmement bien dans le film. Lorsque la politique là, a peur, elle déraille. Et là, elle agit beaucoup trop vite. et on arrive avec des abus de pouvoir et des trous dans notre mémoire à partir de ce moment-là. Absolument. Ouais. Ça y est? Ça y est. Je pense que c'est moi qui ai fait la conclusion. D'habitude, c'est M. Coudebois qui devrait faire la conclusion. Mais le film est à l'affiche au cinéma du musée. Oui. Il passe très régulièrement. C'est vraiment l'occasion d'essayer de se faire une tête ou de réfléchir à un événement qui reste très important dans l'histoire socio-culturelle du Québec. Si ça peut amener les gens à réfléchir, puis aussi à en parler entre eux, avec leurs amis ou même des gens qui sont... Je veux dire, l'échange... la vie, c'est l'art des rencontres. Les rencontres, c'est les échanges. Hein. Je veux dire, mais on est rendu dans une société... quand tu essayes de regarder en t'éloignant un peu de la lorgnette, ça fait peur. Tout le monde est campé sur des positions irréconciliables. Quand je disais tout à l'heure, on est devenu un peuple de délateurs. Tout ce que ça implique au niveau de la déconstruction de la société, et on n'a pas fini de le découvrir. Et on n'est pas, je dirais, comme on n'a pas fini le cycle des dénonciations, on va en voir d'autres encore. C'est dans cette spirale-là qu'on est actuellement. Merci beaucoup, Jean-Claude Coudebois. Donc, 11 jours en février, qui est présenté, bien sûr, au cinéma du musée. Merci. Et à la Cinémathèque aussi. À la Cinémathèque, c'est vrai, oui. Voilà. Merci.